Très bien. Alors, avant de commencer, peut-être que je me présente rapidement. Je m'appelle Alper Aslan et je suis chercheur associé à l'équipe de recherche d'INADIV à l'Université de Tours, en France. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule Le DELF au défi de la contextualisation, enjeux, réflexion et perspective. Alors, il s'agit d'une recherche sur le DELF qui propose une réflexion sur le passage de la contextualisation à la décontextualisation au fil de l'histoire et les enjeux autour de la certification DELF face à la diversité des contextes, des pratiques, etc. Donc, j'ai structuré ma présentation en 3 points. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement mon choix méthodologique. Ensuite, l'évolution du DELF, donc le passage de la contextualisation à la décontextualisation. Et ensuite, enfin, je vais vous parler du DELF dans les contextes marocains et turcs à partir d'un certain nombre de témoignages, notamment 2 témoignages que j'ai sélectionnés pour cette présentation. Alors, en ce qui concerne mon choix méthodologique, mon travail s'inscrit dans une démarche qualitative, compréhensive, qui vise à développer une compréhension possible des phénomènes, en cohérence notamment avec une conception subjectiviste de la recherche non généralisante. Et j'ai fait également le choix de l'entretien compréhensif pour comprendre la diversité des points de vue des acteurs concernés par le DELF. Ici, je pense, quand je parle d'acteurs, je pense à des candidats et des responsables qui sont dans les contextes marocains et turcs. Alors, le DELF. Bon, le DELF, vous connaissez déjà la certification DELF. Je vais vous donner un bref aperçu sur le DELF actuel que vous connaissez certainement. Donc, le DELF est un diplôme de français langue étrangère réservé aux étrangers, donc non français. Et c'est un diplôme officiel aligné depuis 2005 sur les 4 premiers niveaux du CECRL qui vont de A1 jusqu'à B2. Et il s'agit d'un diplôme qui est valable à vie. En fait, là, je vous donne peut-être une petite information parce que c'est une question qu'on me pose très souvent. Mais pourquoi le DELF est un diplôme valable à vie? Bon, c'est parce que le DELF est une certification à réglementation nationale comme le bac, par exemple. Après, le DELF que vous voyez là à droite, c'est mon DELF, hein, le DELF que j'ai obtenu en 2013. Là, vous voyez la moitié de mon diplôme, c'est mon DELF. Alors, le DELF que vous connaissez, en fait, est une certification standardisée. Et il y a eu un certain nombre de choix effectués qui ont contribué à sa standardisation. Par exemple, la centralisation de la conception des épreuves du DELF auprès de France Éducation Internationale. Autrefois, c'était le CIEP, hein, vous connaissez le Centre international d'études pédagogiques qui a changé de nom en 2019. Donc, depuis 2002, la conception des épreuves du DELF se fait auprès de France Éducation Internationale. Autre événement qui a contribué à la standardisation du DELF, c'est l'alignement du DELF sur les niveaux du CECRL en 2005. Et effectivement, il y a aussi la part de l'adoption des standards internationaux définis par ALTE, l'Association des organismes certificateurs en Europe, avec toujours l'objectif de garantir la validité des évaluations. Je pense ici notamment aux travaux de Maigre et Riba qui parlent aussi de la démarche qualité, ce qui a renforcé la standardisation et la technicisation pour garantir l'objectivité des évaluations, notamment par des procédés psychométriques. Moi, je ne suis pas psychométricien, hein,
mais pour ceux qui sont intéressés par les procédés psychométriques, je vous invite à regarder la conférence de clôture du Belk-Hiver intitulée Les coulisses de la fabrication des épreuves du TCF et du DELF-DALF de Sébastien Georges, qui a eu lieu le 8 mars 2024, dont le replay est disponible sur YouTube. Alors, là, il y a une question aussi qui se pose, en fait, c'est que très souvent, comme vous voyez tout ce qui est la standardisation des épreuves, etc., on présente très souvent comme si la certification et la contextualisation étaient des deux éléments incompatibles, en fait, comme si c'était un oxymore. Donc, pour trouver des éléments de réponse à cette affirmation ou à ce questionnement, j'ai essayé de faire l'histoire du DELF dans le cadre de ma thèse en 2023. Donc, je vous propose ici quelques éléments historiques pour mieux comprendre l'évolution du DELF. Donc, ce passage de la contextualisation à la décontextualisation. Et j'ai identifié dans le cadre de mes recherches deux périodes principales qui ont marqué l'histoire du DELF. La première période, c'est la période de décentralisation entre 1985 et 2002, une période que j'appelle une période de décentralisation ou une période de contextualisation. Et la deuxième période, c'est la période de centralisation qui va de 2002 jusqu'à nos jours, une période que j'appelle une période de centralisation ou une période de décontextualisation. Donc ici, je vous propose quelques éléments, quelques détails là-dessus pour alimenter la réflexion. En fait, la période de décentralisation, donc de contextualisation, dans les travaux qui ont été réalisés à l'époque, est souvent présentée comme un atout du DELF. Donc au départ, le DELF était une certification à unité capitalisable et il était beaucoup plus souple et il avait la capacité de s'adapter à différents contextes. Parce qu'à l'époque, les sujets du DELF et du DALF se concevaient au niveau local dans chaque pays pour prendre en compte les réalités locales pour valoriser les enseignants concepteurs et leurs compétences. Comme le dit par exemple Daïez dans ses travaux, qu'il s'agissait de dépasser le mythe de l'examen universel valable pour tous les contextes et toutes les cultures. Donc, c'est-à-dire que le DELF à l'époque, entre 1985 et 2002, n'était pas standardisé. Là, ici, je vous propose les propos de Lescure qui parle de l'ancien DELF, et il dit « Le DELF et le DALF s'appliquent à correspondre le mieux possible aux attentes des différents publics et présentent la souplesse nécessaire pour s'adapter aux différentes situations d'enseignement et d'apprentissage du français telles qu'elles peuvent se présenter dans le monde. La souplesse de ces examens, leur adaptabilité se concrétise et se vérifie à la fois dans leurs caractéristiques et dans leur mode de fonctionnement. » Donc on voit bien dans les travaux de Lescure que le DELF et le DALF, donc on peut dire la même chose pour le DALF aussi, que ces certifications avaient la capacité de s'adapter aux différentes situations d'enseignement, d'apprentissage dans le monde parce qu'ils étaient souples. On voit à peu près les mêmes arguments dans d'autres travaux. Par exemple, Lescure et Mondré-Guarin, en 1993, ont réalisé un entretien avec Alain Faure, qui était adjoint au sous-directeur des établissements culturels au niveau du ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est Alain Faure qui parle ici. Si l'on prend d'autres certifications de français, donc d'autres certifications de français, ici renvoient à toutes les certifications qui ont existé avant la création du DELF. Elles sont conçues en France
est proposé de manière indifférenciée aux différents publics du monde. Le DELF et le DALF, au contraire, ont la capacité de s'adapter à chacun des publics, qu'ils soient proposés en Amérique latine, en Europe, en Asie. Ces diplômes sont plus proches des attentes du public et ils permettent en outre d'éviter toute rupture entre formation et certification parce qu'ils sont contextualisés. Donc on voit bien dans le propos d'Alain Faure que le DELF et le DALF, encore une fois, avaient la capacité de s'adapter à différents publics dans différents contextes, que ce soit en Amérique latine, en Europe, en Asie, parce qu'ils étaient contextualisés. Mais quand on arrive en 2002, on entre dans une période de centralisation, que j'appelle centralisation, décontextualisation du DELF. Dans cette période, il y a deux événements qui ont marqué l'histoire du DELF. Déjà, le premier, c'est la centralisation de la conception des sujets DELF-TALF au niveau auprès de CIEP, Centre international d'études pédagogiques, désormais France Éducation internationale, à partir de 2002. Le deuxième événement important, c'est l'alignement du DELF sur les niveaux du CECRL en 2005. Donc là, dans cette période, le DELF est bien standardisé, uniformisé et universalisé. Que je propose ici, j'essaie d'exposer dans ce schéma que j'ai créé. Donc là, vous voyez bien qu'entre 1985 et 2005, le DELF, on parle vraiment d'un DELF à unité capitalisable. Vraiment, il y a des unités qui vont de A1 jusqu'à A6. Et il faut savoir que un candidat avait la possibilité de passer ces unités de manière complètement indépendante. Donc, ils avaient la possibilité de passer l'unité A1, puis l'unité A4, puis l'unité A3. Donc, c'était vraiment une certification très, très souple. Mais à partir de 2005, on voit bien un DELF à niveau, c'est-à-dire que les niveaux, on voit bien les niveaux du CECRL, hein, qui vont de A1 jusqu'à B2, et vous voyez bien aussi le passage d'une logique horizontale à une logique verticale. Donc, vous avez vu ce changement de forme, en fait, ce changement de forme lié à un changement de philosophie. Donc, dans le DELF initial, on a un format modulaire, donc une certification à unité capitalisable, une philosophie fondée vraiment sur la diversité, comme le dit dans ses travaux d'Ayez, que je n'ai pas mobilisé ici dans cette diapositive. Mais là, dans le DELF actuel, on a un format non modulaire, une certification à niveau, alignée sur les niveaux du CECRL, une philosophie plutôt fondée sur l'universalisation et la standardisation. Alors, dans ce cas de figure, il y a une question que je me pose, mais qu'est-ce qu'on fait avec la diversité des contextes dans lesquels le DELF est appliqué? Donc, quid de la diversité des contextes? Et pour apporter des éléments de réflexion là-dessus, je me suis penché sur les contextes marocains et turcs qui sont deux contextes complètement différents, hein, complètement contrastés, mais des contextes dans lesquels le DELF est appliqué. Donc, on sait bien que les rapports français sont différents, etc., que j'essaie d'exposer ici. Hein. Au Maroc, on sait qu'il y a une histoire coloniale jusqu'en 1956, puis l'arabisation, puis un va-et-vient entre l'arabe et le français, et de plus en plus un retour au français avec le, le nouveau cadre marocain, ce qui s'appelle Vision stratégique de la réforme 2015-2030. Il y a toutes ces questions liées effectivement au statut complexe du français. Pour certains, le français est une langue étrangère. Pour d'autres, c'est une langue étrangère privilégiée. Il y a encore d'autres chercheurs qui disent non, le français est une langue seconde. Donc il y a vraiment une grande complexité du statut du français au Maroc.
alors qu'en Turquie, la situation, elle est différente. On est dans un contexte où le français est une langue étrangère, il n'y a pas de question là-dessus. Et on voit toujours le déclin du français dans le contexte turc à travers la suppression de l'enseignement du français langue étrangère dans les programmes éducatifs, etc. Donc les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Alors, dans ces contextes, j'ai mené des entretiens auprès des acteurs, hein, des candidats, des examinateurs, des responsables, etc. Là, je vous propose un témoignage, le témoignage d'un candidat marocain, hein, qui me parle du DELF. Donc, je vais lire son témoignage. À l'école, donc il dit, à l'école, c'est pas comme ça au DELF. Dans les cours, il y a des questions directes. Tu as une question, tu penses sur les questions, on ne te dit pas, tu écoutes ça, tu réponds vite fait dans 5 secondes. Tu n'as pas le temps. Tu stresses pas, tu as le temps. Il y a une grande différence entre l'école et le DELF. À l'école, il y avait un texte, il y avait des questions. Le niveau de français, ça ne me posait pas de problème parce que tu as des questions directes, tu dois répondre sur les questions, c'est tout. Alors que le DELF, tu dois écouter un homme qui parle pendant 3 minutes, après tu dois répondre sur les questions, alors que l'homme, il parle trop vite. Il y a du bruit externe alors qu'on entend mal. À l'école, c'est pas de la même manière. Donc là, c'est pas de la même manière qu'il est évalué. Et à l'école, il dit que c'est pas du tout la même chose. En fait, ce témoignage met en évidence le décalage ressenti par le candidat entre les pratiques scolaires habituelles et les exigences spécifiques de l'épreuve du DELF, et en particulier dans la compréhension orale. Donc, il compare l'école à l'examen du DELF en soulignant que les évaluations en classe sont perçues comme plus accessibles, plus prévisibles et moins stressantes. Il insiste aussi sur le fait qu'à l'école, les questions sont claires, directes et basées sur un texte écrit, et ce qui permet de prendre son temps pour réfléchir à formuler une réponse. Par contre, dans le cadre du DELF, il évoque une expérience marquée par la pression du temps, la rapidité d'élocution du locuteur et des conditions matérielles difficiles. Et ce témoignage nous fait comprendre que la certification DELF ne mesure pas seulement des compétences linguistiques, mais aussi la capacité à s'adapter à un format, à un rapport au temps et à la norme. Et plus largement, il peut être lu comme une critique implicite de la standardisation des épreuves qui peut entrer, sans doute entrer en tension avec les parcours et les habitudes d'apprentissage des candidats, notamment ceux issus de contextes scolaires où l'approche de l'évaluation est différente. Donc, autre témoignage que j'ai voulu partager avec vous, c'est le témoignage d'un responsable français cette fois-ci. Donc il dit, le DELF est censé ne pas être un outil français, il a un souci francophone, utilisable par tous les francophones. Mais je n'ai pas vérifié le DELF si la francophonie elle est plurielle. Quel français évalué? C'est le français de France, ce n'est pas le français du Québec, c'est le CIEP. C'est un opérateur du gouvernement français, pas de l'OIF. Ça, c'est aussi une autre dimension politique. Donc là, ce témoignage nous fait comprendre que d'un côté, le DELF est présenté comme un outil au service de la francophonie dans son ensemble, qui est censé être accessible et pertinent pour tous les francophones, quelle que soit leur région ou leur variété de français. De l'autre, dans les faits, le DELF repose sur une norme linguistique centrée sur le français de France, excluant de manière implicite les autres variétés, comme le français du Québec, de l'Afrique, des Antilles, etc. Donc, il révèle une forme d'uniformisation linguistique sous-tendue par une vision centralisée du français. Et ce témoin mentionne également que le DELF est conçu et géré par le CIEP, donc aujourd'hui France Éducation Internationale,
un opérateur du gouvernement français et non par l'OIF, ce qui renforce l'idée que le DELF, bien qu'il le présente comme un outil francophone, est en réalité un instrument français avec des objectifs politiques et linguistiques propres à la France. Et le propos de ce témoin soulève une critique implicite du caractère normatif et centralisateur du DELF et une interrogation sur sa capacité à refléter la diversité linguistique et culturelle de la francophonie contemporaine. Donc, je vais finir en faisant quelques remarques sur tout ce que je viens de dire. Donc, la réflexion que je propose nous permet de comprendre les dynamiques de standardisation et de décontextualisation à l'œuvre dans le DELF et de lutter contre les évaluations universelles et applicables à tous les contextes, comme le disait Porchet dans ses travaux déjà dans les années 70, et lutter aussi contre les tendances de type, comme le dit Chouami, one size fits all. Et ainsi de penser également à une contextualisation diversitaire, comme le propose Castelletti, effectivement une petite référence que je donne à la version, au DELF, ancienne formule que je viens de vous présenter tout au début de ma présentation. Alors la question que je me pose toujours, et une question que j'avais posée au départ, est-ce que la certification et la contextualisation sont deux éléments incompatibles, ou il s'agit d'un paradoxe, une possibilité? Je dirais plutôt qu'il y a que c'est plutôt une possibilité qu'un paradoxe au vu de l'ancien Delphes qui a existé avant 2005. Donc, en tout cas, il faut trouver des moyens, des possibilités. Il faut croire en la possibilité de trouver des moyens pour contextualiser la certification aussi. Ben, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Je vous propose de, ouais, une fois que vous avez passé votre vidéo, de départager pour que tout le monde puisse vous voir, surtout à distance. Merci de nous faire la démonstration que parfois, avant, c'était mieux, ça marche. Parce que souvent, avant, c'était mieux, ça marche pas. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Bertrand Paternostro. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve très intéressant de se pencher justement sur le lien entre certification et contextualisation. Alors, il s'agit de trois remarques liées entre elles. La première remarque, c'est peut-être le fait que, à mon sens, certification et contextualisation, en théorie, pourraient ne pas être opposées, dans la mesure où, s'il y avait un choix politique et idéologique fort, comme quoi le DELF serait une certification francophone, eh bien, on préparerait les apprenants et les candidats, les candidates, les candidats à passer un DELF francophone. Donc, mais bien évidemment, ça reste non seulement théorique, mais presque utopique. Okay. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, personnellement, je serais un peu plus prudent à faire un lien entre décentralisation et déstandardisation ou non-standardisation. Parce que le fait que le DELF était conçu localement, ça ne veut pas dire que ça prenait en compte le contexte local, en sachant que dans l'enseignement du FLE, par défaut, c'est le français de France. Donc souvent, par exemple, si on concevait le DELF au Mexique, on ne va pas choisir des sujets qui soient en lien avec ce contexte, ou pas seulement, mais souvent, c'est justement le français de France qui reste de toute façon en toile de fond. Donc, décentralisation, certes, non-standardisation à interroger. Troisième remarque, contrairement à d'autres certifications internationales, je pense par exemple à l'IELTS ou au TOEFL pour l'anglais, où donc on peut choisir de le passer entièrement en ligne avec des correcteurs